Shrink, shrink, c'est donc cette façon de penser que la répétition est le moyen que nous avons de suppléer l'absence. Il y a un shrink, shrink dans la Torah, peut-être. Peut-être que la Torah elle-même est tout entier cet objet transitionnel entre un peuple et Dieu, et que nous vivons l'absence de Dieu, plus ou moins grande selon les périodes, mais enfin de moins en moins présent, avec l'étude qui serait en soi, si je puis dire, cette bobine interminable, qui serait notre manière de nous contacter, et de suppléer l'absence, puisque le peuple juif a tout de même considéré avec un peu de prudence l'oblation, le sacrifice du Christ, qui serait la bobine absolue, la bobine, enfin le visage, n'est-ce pas? Alors que le peuple hébreu a décidé, d'ailleurs comment ça s'est fait, c'est un peu énigmatique, de conserver un rapport très abstrait à la bobine. Il y a une bobine chez Kafka qui s'appelle Odradek. Mais il y a dans la Torah, je crois explicitement, une bobine. Elle se trouve en Exode, 3e chapitre, verset 4. C'est au moment du buisson ardent où Dieu dit à Moïse de venir, mais il ne dit pas Moshe, il dit Moshe, Moshe. Il le répète 2 fois. C'est très énigmatique. Beaucoup de midrash et beaucoup d'explications, naturellement, se sont penchés microscopiquement sur le moindre signe du texte, mais moi, je retiens ça, de ce Moshe, Moshe. C'est une manière de dire, eh bien, Moïse, Moïse, viens jouer avec moi. Pas toi, Moïse, strictement devenant le chef, donc le signifiant, donc le maître. Non, viens jouer. Et c'est ça, pour moi, la répétition de Moïse, Moïse, Moshe, Moshe, d'une certaine manière, s'il y a un petit sens à ce shrink, shrink, c'est une façon pour moi de reproduire ce jeu de va-et-vient qui est indispensable à la vie, tout simplement. Je vais vous en donner un deuxième exemple en utilisant une des références que j'ai relues pour faire ce petit shrink-shrink sur Kafka. C'est dans cet excellent livre de Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka. Et ensuite, je m'approcherai du terrier. Oui. À ma façon, n'est-ce pas, en faisant des cercles comme le condor des Andes, en essayant de m'emparer de la chose tout en ne m'en emparant pas. Il s'agit en tout cas en aucune façon de dire la moindre vérité sur le terrier, mais de vous présenter cet objet, peut-être un peu plus, de vous le rendre un peu plus familier, mais toujours dans l'ordre de ce partage fondamental. C'est dans Blanchot, voilà, c'est dans le passage que Maurice Blanchot, qui est sans doute pour moi un des meilleurs commentateurs de Kafka encore aujourd'hui, il y a plusieurs couches de commentateurs de Kafka, ce texte étant de toute façon parfaitement énigmatique et voulu tel, je crois, par cet auteur, et donnant cours à toute une tradition, toute une cabale, comme il aurait dit lui-même. Il aurait été, si les choses s'étaient passées autrement, à l'origine d'une nouvelle cabale, lui-même l'a écrit ainsi dans son journal. Voilà ce que dit Blanchot dans une sorte de parabole tout à fait kafkaïenne, bien entendu. Elle est courte, je veux dire, mais réclame attention. Pourquoi ce nom? Et est-ce bien un nom? L'autre répond, ce serait une figure. Alors une figure qui ne figure que ce nom. Et pourquoi un seul parlant, une seule parole? C'est ça qui compte. Pourquoi un seul parlant, une seule parole ne peuvent-ils jamais réussir, malgré l'apparence, à le nommer? Il faut être au moins 2 pour le dire. Je le sais, il faut que nous soyons 2. Mais pourquoi 2? Pourquoi 2 paroles pour dire une même chose? Shrink, shrink, Moshe, Moshe. C'est que celui qui l'a dit, c'est toujours l'autre. C'est que celui qui l'a dit, cette parole, il est d'emblée pris dans le champ de l'autre. Eh bien, c'est ça, fondamentalement, selon moi, le sens de cette répétition, mais de l'œuvre de Kafka lui-même. Pourquoi? Parce que, enfin, le sens, l'image que je m'en fais parfois. Vous savez, on doit à Kafka, ça me concerne peut-être plus que vous, la plupart d'entre vous, vous connaissez cette fameuse phrase. Qu'ai-je en commun avec les Juifs?
c'est tout juste si j'ai quelque chose de commun avec moi-même. À moi-même, qui ne suis pas juif, cette phrase m'a toujours parlé. Je n'évoquerai pas, pour ne pas vous ennuyer, ma rencontre avec Franz Kafka il y a plus de... Quand ai-je commencé à le lire? J'avais pas encore de barbe. Mais je me suis dit ça, mais qu'ai-je en commun avec les juifs? Alors depuis que je pensais ça, je passe un certain nombre de temps avec eux. C'est une étrangeté. Bon. Eh bien, c'est cette étrangeté qui fait l'humour de Kafka. Il est sans autre, il est sans, je dirais, la pulsation naturelle d'un autre. Et il est condamné à toujours s'en inventer un autre. Il est toujours obligé, en toute chose et en tout lieu, de se clore lui-même. Il n'est pas fermé. Il n'est pas clos. Peu importe la vignette clinique qu'on pourrait faire tomber sur Kafka, elle n'aurait, à mon sens, aucun intérêt. Ce qui est intéressant, ce qui fait que c'en est un auteur absolument unique dans l'histoire de l'Occident, c'est qu'il est, avec peut-être pas très loin Cervantes, dans l'obligation de perpétuellement, à partir du même qu'il est lui-même, de s'inventer un autre pour se clore. Car s'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas d'ouverture. Et le premier geste, c'est se fermer. Je crois que parfois, le cadeau qu'on peut faire à un autre, c'est de ne pas s'ouvrir, mais de se fermer. Et cette fermeture enclenche et met en écho la fermeture de l'autre. Il faut clore le corpus. Il faut clore un jour le Talmud, etc. Il faut clore le commentaire. Il faudra clore ce shring-shring. Il faudra clore le Midrash laïque pour qu'enfin on puisse en dire quelque chose. Les choses étant relativement moins importantes au fur et à mesure que je les ai énoncées, évidemment. Eh bien, dans Le Terrier, qui est la dernière œuvre de Kafka, il est absolument malade. Il a une tuberculose qui va prendre une forme laryngée, qui va le détruire. Il se sait mourant. Il a encore cette absence de clôture en lui. La maladie semble vouloir faire clôture. C'est l'expérience ultime, n'est-ce pas? Et dans ce terrier-là, terrier où nous sommes un peu, bien sûr, et tous un peu enfermés, avec des problèmes d'ouverture et de fermeture. D'habitude, tous ces lieux sont plus ou moins symbolisés. Alors que là, nous avons une symbolisation absolument massive, nous signons notre dérogation, etc. Et puis nous allons rentrer dans un espace qui nous est inconnu, puisque nous aurons tout de même largement à décider quelles sont les précautions que nous devrons prendre les uns et les autres, les uns avec les autres, sans que cela puisse être absolument, totalement énoncé. C'est-à-dire 1,50 m pour l'un, c'est presque 3 mètres pour l'autre. On ne sera pas notre cadastre, on ne sera pas en train d'arpenter notre espace en vérifiant qu'il y a 1,50 m. Donc on va rentrer là dans une sphère purement interprétative. Et ça, c'est un moment kafkaïen, je dirais volontiers. C'est-à-dire un moment où nous aurons à passer d'une interprétation à une autre absolument sans cesse. Est-ce que la maladie est encore là ou pas là? Vous savez, ces incertitudes qui ouvrent le château. Bien, nous allons sans doute rentrer, peut-être pas très longtemps, dans un espace incertain, et de ce point de vue, l'œuvre de Kafka pourra nous être un peu utile, ne serait-ce que pas comme un moyen, mais comme le souvenir que, eh bien, nous ne serons pas les seuls à nous être posé la question de la fermeture. Le Terrier, vous voyez bien que le personnage, si vous avez lu la nouvelle ou si vous avez écouté cette nouvelle lue par Denis Lavant, le personnage passe son temps à s'imaginer un ennemi. Le personnage est un animal, mais enfin un drôle d'animal, puisqu'il a quand même un visage, il a un monologue intérieur, il a même une barbe, il a même des dents, il a même parfois un rat entre les dents, parce qu'il est prédateur aussi. Il est à la fois le prédateur et la proie. C'est ça, cette auto-fermeture permanente qui est, je dirais, la fatigue psychique avec Kafka. Il n'y a pas de fermeture qui va de soi. En quelque sorte, je dirais quelque chose comme il n'y a pas de fermeture édipienne. L'Édipe, c'est assez simple de ce point de vue chez Freud, n'est-ce pas? Il y a un père, une mère, et puis des identifications plus ou moins réussies, et le sujet se ferme dans une identité.
plus ou moins plastique. Mais ce n'est pas le cas de tous les sujets. Et le postulat de Freud, postulat qu'il a d'ailleurs mis du temps à mettre au point, Freud étant toujours très aventureux, très inventif, il envisage à un moment donné que le sujet ne soit pas clos d'emblée. Et puis il y renonce. Il le dit dans un passage, oh, mais la nature n'a pas voulu ça. Et de nouveau, on est retombé dans un dualisme de présence et d'absence. Et qu'il faut en fait négocier, représenter l'absence. Et puis, à la même époque, Kafka est là, et Kafka qui a lu des œuvres de Freud. Il a notamment lu aussi des œuvres des premiers élèves de Freud, et notamment de Stekel, qui avait commenté la nouvelle Princeps, peut-être de Kafka, qui s'appelle La Métamorphose, Die Verwandlung. Et Kafka lit cette métamorphose, il dit, avec cette ironie qu'il a, je crois, dit-il ou écrit-il, que je fais de la fausse monnaie avec Freud. L'expression est frappante. Je fais de la fausse monnaie avec l'œuvre de Freud. Autrement dit, je le trompe, je le trahis. Freud est massif. Moi, je suis un contrebandier, un faux monnayeur, pour reprendre l'image d'André Gide. Mais dans fausse monnaie, il y a bien d'autres choses. Il y a de la mauvaise monnaie ou de la monnaie mineure par rapport à l'établissement que représentait Freud. Et je ne dis pas du tout qu'il y a et Freud et Kafka, non. Il y a simplement un certain type d'existence qui échappe au regard freudien parce que Freud a d'emblée imaginé un sujet clos. Et Kafka, c'est celui qui dit non, moi je ne suis pas clos, je passe ma vie à me clore. Et quand on a cette idée-là, on comprend mieux un certain nombre d'expressions qu'il emploie et qui viennent marquer le passage du journal. Je vis absolument comme une huître. C'est un aphorisme. Une manière de se fermer sans cesse, parce qu'il n'est pas fermé lui-même. Les réflexions qu'il a, Fordem-Tor, devant la loi, dans le procès, Fordem-Tor, Torah, bien sûr, c'est une manière de se dire, ben moi, ça n'est pas clos. Je ne suis pas rentré dans le processus édipien. Mon père a été trop épouvantable, je n'ai pas été associé à la tradition de ma famille. Et donc, je n'ai pas accès à la clôture magistrale édipienne, qui est le mariage, bien sûr. Vous savez bien, même quand on ne sait rien à Kafka, on sait que le mariage ne lui était pas possible. Qui est la clôture, issue de l'Édipe. Or, Kafka ne le peut pas. J'évoquais ce texte qui s'appelle Préparatif aux noces de campagne. Il dit d'ailleurs à un moment donné, je vais finir par envoyer mon costume et je resterai dans mon lit. Cette impossibilité de se clore est quelque chose d'absolument extraordinaire et quand une fois on l'a compris, on comprend mieux les moments de notre vie, nous qui sommes plutôt des édipiens malgré tout. Mais enfin, ayons une pensée pour la condition juive et interrogeons-nous une minute sur le fait que peut-être les juifs, au sens le plus large du terme, sont ceux qui ne sont pas clos. Et c'est à chacun d'entre nous, je m'y inclus puisque je n'y suis pas inclus, cette logique kafkaïenne est imparable. Est-ce que nous sommes clos? Est-ce que finalement, dans notre rapport à ce texte interminable qui supposément nous détermine, est-ce que nous ne sommes pas perpétuellement trop ouverts, contrairement à ce que l'on dit parfois de la communauté juive qui est fermée, refermée, etc. Eh bien, je me demande si ça n'est pas l'inverse. Et que nous serions toujours, collectivement, là encore, sans ethnocentrisme, une des cultures, il y en a peut-être d'autres, qui disent, eh bien, nous ne sommes pas clos. Et nous devons sans cesse clore notre affaire. Et l'étude, le limoud, ce qui nous détermine, ce serait finalement de clore éternellement le corpus, le corps, en quelque sorte. Et Kafka serait un des plus grands auteurs de la fermeture du corps, lui-même y échouant,
avec des procédés extraordinaires. Souvenez-vous de la colonie pénitentiaire où la loi est elle-même inscrite avec des pitons, n'est-ce pas, sur le corps, hein, des tatouages, hein, qui sont d'ailleurs interdits dans la Torah. Mais la Torah est très lointaine. C'est un code très lointain. Il est même tellement lointain qu'on n'y a quasiment pas accès. Et que, quand bien même on l'appliquerait, et si on l'applique, c'est déjà une réponse orthodoxe. Et Kafka n'a jamais voulu cela. C'est une clôture mécanique, peut-être, la clôture religieuse. Donc que Kafka ne pense pas qu'il soit un religieux, que la littérature a pour lui à voir avec quelque chose de la prière. Mais il se tient aussi loin de cette communauté, qui apporte une réponse mécanique à la clôture, alors qu'il s'agit de soi-même de se clore sans cesse et d'y échouer. Et dans ce terrier, ce qu'il y a de terrible, qui est la description de sa tuberculose, mais je ne dirais pas que c'est une description. C'est sa tuberculose elle-même. La phrase de Kafka la plus célèbre, enfin peut-être la plus frappante, elle est bien connue, la métaphore est ce qui me fait désespérer de la littérature. La métaphore, c'est ce qui me fait désespérer de la littérature. C'est-à-dire que on a souvent dit, mais même des gens très remarquables, comme Marc Robert, disant finalement, dans la description d'un chien, ce sont les Juifs qui étaient dans un destin de chien dans l'Allemagne, enfin, ou que le cancrelat, le célèbre Kéfer de la métamorphose, c'était une métaphore de la situation ou de la condition des Juifs dans leur zone de résidence, si je puis dire ainsi. Mais non, je ne le crois pas. Je pense que c'est une autre opération qui est en place chez Kafka, qui n'est justement pas une métaphore. Vous n'en trouverez nullement chez lui. Au contraire, son opération est en quelque sorte de toujours réfléchir le texte comme étant la chose même, puisque c'est le corps même. Quand Kafka dit par exemple « Je ne suis que littérature et je ne peux vivre et ne veut être rien d'autre qu'un écrivain », là encore, il faut l'entendre au pied de la lettre. Il est entièrement traversé par la lettre, et la lettre n'est pas une image. Ce que je veux dire, c'est que la métaphore est une image, et l'image est une image. De ce point de vue, Kafka est orthopraxe. Si la religion hébraïque, appelons-la ainsi, condamne l'image, il est bien naturel qu'elle condamne la métaphore d'une certaine manière. Ce qui est en jeu, ce n'est jamais une image. Il est vraiment un Miss Kéfer. Il est vraiment un cancrelat. C'est vraiment un animal au fond d'un terrier. Alors, parmi les nombreux commentateurs de Kafka, il y en aura jusqu'à la fin des temps, puisqu'il est comme à l'origine d'une cabale, n'est-ce pas? Comme il le dit lui-même, une partie de lui est sioniste, il l'a toujours dit, je veux le bonheur, mais pas pour moi. Ou plus exactement, le bonheur, il est pour les autres, mais pas pour moi. La solution aurait été Sion, évidemment. Ça aurait été une fermeture. Mais non, l'appel du désert, si je puis dire, l'appel de ce qu'il appelle l'attraction du désert est infiniment plus forte que la fermeture territoriale. Alors, c'est un jeu de mots en français qui ne se fait pas du tout en allemand. Le texte, le terrier, c'est der Bau. Der Bau, ça veut dire beaucoup de choses. La construction, le chantier, le cachot même, der Bau. On peut même imaginer avec une petite oreille midrashique qu'il manque le M, petit salut à Batia, il manque le M à Bau pour faire Baum, l'arbre. Ben, nous ne vivons pas dans les arbres. Nous vivons en dessous, dans la souche, si je puis dire. Et que l'efflorescence de l'arbre, il faudrait étudier tout cela dans la tradition, l'arbre. Mais l'arbre, il est coupé. Kafka, il évoque assez souvent dans les aphorismes ces arbres. Mais le M est parti. Il ne reste donc plus que le cachot. Et dans ce cachot, dans ce terrier, eh bien, va se construire quelque chose qui, justement, n'est pas le territoire. Autrement dit, l'expérience kafkaïenne est une expérience hors territoire.
Et c'est même probablement ce qui en fait l'écrivain majuscule de la littérature mineure. Il y a comme ça un certain nombre d'écrivains qui ont été historiquement placés dans des positions non territoriales. Probablement que son voisin, c'est Joyce, avec son secrétaire, Beckett, dans l'Irlande. Minorité catholique au sein des protestants, pas de territoire. Joyce va à Trieste, en Italie, c'est là qu'il écrit Ulysses, dont le héros est un juif, Léopold Bloom, qui adopte un non-juif, le jeune Dédalus. Voilà exactement une littérature non territoriale, non nationale. Et il y a quelque chose chez lui d'absolument radical dans le refus de ce que j'appellerais, en faisant un jeu de mots qui n'existe que dans la traduction en français, traduction très limitée du Terrier, mais l'idée, et je crois juste, c'est ce refus du territoire. Et donc le refus d'une certaine langue. Je ne sais pas très bien en quelle langue écrit Kafka, à vrai dire. Je crois qu'il serait bien difficile de dire dans quelle langue écrit Kafka. Il y en a au moins 4. Selon moi. Il y a d'abord l'allemand, évidemment. L'allemand parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ce qu'il appelle lui-même l'allemand de papier. Un allemand sec, de l'oppresseur. On est en Tchécoslovaquie, on est à Prague. Vous avez de loin le tchèque. Kafka est un des rares auteurs à bien connaître le tchèque. Et il y a de temps en temps, dans quelques textes, j'évoquais tout à l'heure la bobine au Dradek, la présence de l'écriture tchèque qui est également très lointaine. Et vous avez aussi les langues des maîtres. Langue des maîtres, c'est sans doute l'allemand de Goethe, pour lequel il a une très grande admiration, bien sûr, mais duquel il se détachera, comme il l'écrira. C'est aussi, je crois, un peu l'anglais et un tout petit peu de français. Il y a bien sûr l'hébreu, qui est la langue lointaine, qu'il apprend d'ailleurs très tard. Il y a, c'est très émouvant, les cahiers. Ça avait été exposé, je crois, au musée du judaïsme il y a longtemps. Les cahiers où Kafka note les lettres de l'hébreu. Et puis, il y a le yiddish, bien sûr, qu'il parle. Et dans le journal, puisqu'il fabrique, si je puis dire, ses propres contradictions, puisqu'elles ne sont pas engagées dans le processus classique des contradictions. Les contradictions sont à même le sujet qui doit les vivre à un très très haut degré pour pouvoir se clore. Ce qui fait que les choses sont kafkaïennes. Il y a dans une certaine façon que j'ai de faire, y compris même là de parler, quelque chose qui fait que probablement moi-même, je suis à la recherche d'une clôture que je n'ai pas pu trouver dans mes propres racines. Et c'est bien parce que l'autre est la seule condition de la clôture véritable, tout en étant autre. Et je dirais que c'est aussi pour ça que je m'en amuse avec les yiddishisants du centre que je n'apprendrai pas le yiddish. Je pense que je ne me clôturerai de façon continue qu'en me tenant loin du yiddish, ce qui ne veut pas du tout dire que je ne le comprends pas, ce qui ne veut pas du tout dire que même ici, il n'y ait pas quelques individus qui apprennent le yiddish et que je finirai par le comprendre. Mais sur le mode de la capillarité, justement, pas sur le mode de la maîtrise. Et je voudrais finir cette petite causerie qui n'a aucune autre ambition que de maintenir l'attente de l'étude du Centre MEDEM et puis peut-être de vous inviter à revenir quand ce sera possible ou de continuer nos opérations pour que ce petit terrier qui est MEDEM, malgré tout, puisse continuer de survivre. À tant d'événements, celui-ci est considérable, mais il y en a quand même eu d'autres, avec beaucoup plus de morts et de perversions. Je voudrais juste emprunter à Deleuze une observation que je trouve particulièrement remarquable. Et je redis que dans l'espace ouvert par le shrink-shrink, il n'est pas question de la vérité, sinon j'aurais appelé ça shrink. C'est une manière de discuter. Tout ce que je dis est parfaitement discutable, parfaitement contestable, et même ça le doit l'être. C'est ça l'invitation à un commentaire interminable des choses. Donc, je prétends jamais ne dire une vérité comme je vous l'ai dit. Ça me hante. Et donc, Deleuze définit, on va dire, 3 critères à la littérature qu'il appelle la littérature mineure. Il ne faut pas entendre mineure au sens qu'elle serait de moindre importance. Ce serait absurde. Il veut dire par là
on est dans les années 70, hein, donc dans une période où on pense encore à la révolution, à une certaine révolution du corps, et justement on se révolte contre ce que certains ont pu faire de Freud, c'est-à-dire au fond la sauvegarde des psychismes standards en les amenant simplement à un peu de confort, hein, pour aller vite. Je ne dis pas du tout que ce soit ce que fait Freud, au demeurant. Hein. Même Michel Foucault, qui a été extrêmement dur avec Freud dans son histoire de la sexualité, finit in extremis par reconnaître que Freud n'était pas du tout ce shrink, voilà, cet édipien qui propose son Édipe amélioré. Amélioré, pas du tout. Michel Foucault lui-même s'interroge sur le geste freudien. Deleuze détermine 3 caractéristiques à ce qu'il appelle la littérature mineure. Étant entendu que la littérature mineure, ce n'est pas une littérature secondaire, c'est une minorité qui travaille la majorité. Il n'est pas très difficile de voir qu'il y a des peuples qui sont en minorité au milieu d'autres et que ceux-ci sont plus actifs que les autres. Ils sont dans un travail de déconstruction, dirait Jacques Derrida peut-être. En tout cas, ils s'attaquent à la langue majeure. Alors il y a 2 solutions. Soit on mime la langue majeure avec l'emphase, l'outrance. Et ça, c'est, on va dire, l'école de Prague, Max Brod. On ne lit pas beaucoup Max Brod. Hein. On lit Max Brod qui a écrit sur Kafka, mais Max Brod en lui-même, ou Meerink aussi, hein, sont des écrivains qui ont choisi plutôt la version onirique, symbolique, allégorique, avec beaucoup de vraie cabale dedans. Kafka ne fait pas du tout ce choix. Kafka maintient une position tout à fait, comment dirais-je, de vermine, travaillant l'allemand et les autres langues, au demeurant, depuis une opération, et Deleuze l'examine selon 3 axes. Et puis je finirai sur ces 3 axes. Le premier axe, comme je vous le disais, c'était d'abord l'absence de territoire, ce qui est exactement la situation de Prague. Donc, il ne s'agit pas de se reterritorialiser, et ça nous dit quelque chose à nous qui sommes un peu bundistes, malgré tout. Nous avons entendu quand même nos fondateurs se méfier des solutions territoriales. Ça a été un choix historique, contestable comme tous les choix. Mais le fait est, c'est que s'il y a un centre Médem, qui est quand même l'héritier du Bund en Europe, c'est quand même parce que nos ancêtres ont pensé en ces termes. Probablement pas de façon kafkaïenne, mais en tout cas, il y avait probablement quelque chose d'une réflexion sur le territoire, qu'il faille avoir des zones, des aires de liberté culturelle, sans aucun doute. C'est même le combat de ce qu'on appelle l'austro-marxisme, n'est-ce pas ? Mais certainement pas le territoire en tant que tel. Et il y a une politique kafkaïenne. C'est absolument certain. Et c'est le deuxième axe que propose Deleuze, et c'est peut-être, selon moi, le plus intéressant. Le troisième, je l'évoquerai très rapidement. Mais le deuxième, c'est celui qui me touche le plus. Il s'agit, dans cette littérature mineure, dont le Terrier est un exemple magnifique, douloureux et tragique, puisqu'il s'agit non pas, comme je vous l'ai dit, de dépeindre la tuberculose, mais que le texte soit la tuberculose elle-même. Eh bien, le fait que ce ne soit pas une métaphore, mais là encore, une métamorphose, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de littérature pour lui, ou pour l'état des humains comme lui, donc en absence de clôture, qui puisse être une littérature, comme dit Deleuze, de maître. Être dans une littérature mineure, c'est avoir sans doute écouté les maîtres, mais justement de faire le contraire. Ce qui veut dire que chez Kafka, vous n'avez pas à proprement d'auteur, vous n'avez pas à proprement de héros, vous n'avez pas à proprement de personnage, vous n'avez pas à proprement parler de narrateur. Il y a d'ailleurs, Blanchot le dira, et puis il le redira d'ailleurs avec quelques textes de Lévinas sur l'existant, il y a quelque chose du neutre qui fait que, au final, le sujet est toujours un peu à côté de lui-même. Ça, c'est très important. C'est très important. Autrement dit, il s'agit d'échapper à la maîtrise. La métaphore ou l'image, c'est toujours une maîtrise. En cela, vraiment, je crois que Kafka est absolument à la hauteur de la sortie d'Égypte. La littérature majeure, la littérature de l'établissement, les littératures nationales sont des littératures qui sont finalement égyptiennes, si je puis dire.
Ce que propose Kafka pour lui-même, cet être qui n'était pas clos et qui ne cesse de se clore et qui ne se clora jamais au demeurant, de ce que nous commenterons jusqu'à la fin des temps, c'est que justement son geste, ce n'est pas celui de la maîtrise, il est celui qui, sans cesse, ne cesse de la démonter. Et c'est ça, sortir d'Égypte. Et s'il y a quelque chose de très juif, en tout cas qui m'a plu, quand je fus jeune enfant et que par erreur je tombais sur ce texte, c'est que je trouvais qu'il y avait là, dans le cœur de la lettre même, un refus de la maîtrise, quelle qu'elle soit, y compris du judaïsme. Je vous rends donc la parole. Voilà. Le troisième critère, c'était une littérature directement politique. On ne passe pas par ce qu'il appelle la cave du sentiment. Dans la littérature dite majeure, entre guillemets, on passe par la cave du sentiment pour atteindre, dit-il, de temps en temps, la frontière politique.